Bonjour à tous. Alors pour ce vendredi, nous parlerons donc de la Coupe Calédonie. Jamie Waimo est allé pour nous voir les entraînements des deux équipes finalistes, donc Magenta et Lucy. On en parle dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, nous nous intéressons aujourd'hui aux techniciens de labo. Donc détail avec Anna Chiron dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin pour notre rubrique Demander le programme, donc nous sommes allés rendre visite aux stagiaires durant donc le stage photographique qui s'est déroulé au centre culturel Pomémy durant leur résidence. Mais avant cela, retrouvons notre invité du jour. Voilà, donc j'ai l'honneur de recevoir Miss Tahiti, Inarere Taputu, qui est de passage en Nouvelle-Calédonie. Alors bonjour. Bonjour Yorana. Voilà, alors j'espère que vous vous sentez bien en Nouvelle-Calédonie. Vous avez été invité par l'association Frival. Donc est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de cette association qui vous a invité en Nouvelle-Calédonie? Alors j'ai été invitée effectivement par l'association Frival, donc par Jean-Patrick, qui s'est mis en relation directe avec le comité Miss Tahiti, qui à l'époque, en 1998, avait déjà accueilli Mareva Galanter. D'accord. Et donc il a réitéré l'invitation cette année. C'est avec grand honneur que j'ai accepté et que je suis ici aujourd'hui. Alors donc vous avez été élu en juin dernier à Tahiti. Avant de parler de votre passage ici en Nouvelle-Calédonie, on va parler quand même de ce soir-là où vous avez été élu Miss Tahiti. Donc une préparation de 4 mois de show, hein. C'est on va dire une répétition pardon, de 1 mois. Et justement, est-ce que c'était difficile d'avoir cette couronne? Alors je pense qu'une élection, lorsqu'on s'inscrit, on a toujours l'envie de pouvoir toucher la couronne. C'est vrai que l'élection du Miss Tahiti, nous avons bien été préparés. Ça a duré 2 mois de préparation. On était 10 candidates. Et non, on a bien été encadrés par le comité de Miss Tahiti. Et c'est vrai que c'est lors du soir même qu'on sent la tension monter, le stress. Mais une fois l'annonce faite, j'étais très heureuse de pouvoir être la nouvelle ambassadrice de la Polynésie française. Alors pour revenir à vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à Miss Tahiti? J'ai beaucoup été portée par ma famille et mes amis. Et le comité Miss Tahiti m'avait repérée il y a quelques temps. Et je me suis toujours dit c'était une belle expérience à vivre, mais j'attendais d'acquérir une maturité et pour cela terminer mes études d'abord. Donc j'ai d'abord validé mon année de master et puis je suis revenue sur le territoire en Polynésie française et je me suis dit maintenant peut-être que c'est l'aventure de Miss Tahiti qui s'offre à moi. D'accord. J'ai tenté l'aventure et je suis ici aujourd'hui. Alors vous êtes justement ici en Nouvelle-Calédonie, vous avez sillonné un peu le pays, vous avez été reçu par des maires, vous avez été reçu également en province nord. Qu'est-ce que vous pensez de la Nouvelle-Calédonie? En tout cas, là où vous êtes passé. Alors oui, exactement, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et d'ailleurs, lorsqu'on me demandait si c'est la première fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie, je le répéterai, oui, mais ce ne sera pas la dernière en tout cas. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez vu en Nouvelle-Calédonie? C'est une belle île, c'est une magnifique île qui a beaucoup de charme. Mais ce que je trouve très propre à la Nouvelle-Calédonie, c'est les valeurs humaines, la population, la culture, la tradition. J'ai pu faire une coutume. Et c'est vrai que les valeurs qui ont été véhiculées, notamment la simplicité, l'humilité, le respect, ce sont des valeurs qui sont vraiment représentatives de votre culture et de beaucoup d'autres cultures d'ailleurs. Et c'est représentatif au niveau du Pacifique. Vous vous reconnaissez finalement dans nos coutumes, non? Oui, oui. Les traditions, nous sommes tous du Pacifique, donc les traditions, oui, sont assez similaires. Et après, il y a des particularités selon les rites, les histoires, les époques. Alors, en faisant des recherches un peu sur vous, donc je sais que vous aviez un master de gestion hôtelière. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement du tourisme ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, juste pour une petite rectification, j'ai validé mon année de master, ma dernière année de master. Je viens
il y a un peu plus de 3 semaines de terminer avec mon oral, ma soutenance. J'attends les résultats d'ici une semaine. Bon, on croise les doigts. Voilà, je croise les doigts aussi. Donc pour l'instant, je suis dans l'attente des résultats pour savoir si j'ai obtenu mon master. Je suis confiante. D'accord. Et oui, le tourisme, c'est mon cœur de métier. J'ai choisi le tourisme parce que je pense que c'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités, qui va me permettre de pouvoir voyager. Je suis quelqu'un qui aime voyager, aime découvrir. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir être en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le tourisme, c'est un secteur qui est porteur. Et puis je pense que je vais évoluer dans cette carrière. Alors justement, la Nouvelle-Calédonie se trouve dans le Pacifique. Si vous avez envie d'améliorer les choses dans le Pacifique ou en Nouvelle-Calédonie ou dans votre pays, quelles seront ces choses? Alors, c'est vrai que nous souffrons depuis quelques années, dû à la crise économique, d'une baisse touristique en Polynésie française. Et je pense que ça touche pratiquement tous les pays. Mais plusieurs actions peuvent être mises en œuvre. Je sais qu'en Polynésie française, on a eu l'ouverture d'un hôtel, le Tetiaroa, à Tetiaroa, de Brando, qui est un très bel hôtel qui prône des valeurs au niveau du développement durable. Et puis, je pense que tout le monde doit se donner la main pour pouvoir se redresser et continuer dans cette voie de progression. Alors parlons un peu social, donc durant votre passage en Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi visité des enfants malades. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir justement de ce passage-là? Un très beau moment, fort en émotion. J'adore les enfants. Je suis entourée d'enfants, nous sommes une famille de 6 enfants. Mon père est issu d'une famille de 16 enfants, donc je vis au quotidien entourée d'enfants. Et ça m'a beaucoup touchée. C'était un beau moment de voir ces petits-enfants qui sont malades à l'hôpital, de voir quand on leur organise une petite surprise, de voir une miss. Et c'est pas très courant d'en voir. Et donc, rien qu'à voir leurs petits yeux qui pétillaient et leur joie, leur sourire, ça m'a beaucoup touchée. Je suis très heureuse et je remercie d'ailleurs l'association Frival qui m'ont permis de vivre cette expérience. D'accord. Alors on va parler un peu de rééquilibrage. Vous avez pu visiter la ville de Nouméa, vous avez également visité quelques villes de la province Nord. Alors quel est votre constat, quel est votre regard par rapport à ces deux provinces? Ce sont de très belles provinces. C'est vrai que la province Nouméa est très urbanisée et moderne. Et puis la province du Nord est plutôt, on va dire, sauvage. C'est deux caractéristiques différentes et je trouve qu'elles ont toutes deux des charmes et de belles qualités. Et la Calédonie par rapport à la Polynésie française? Alors c'est une question qu'on pose souvent et c'est une question à laquelle je répondrai à chaque fois. On ne peut pas comparer les îles, elles ont chacune leurs qualités, elles ont chacune des défauts et la Calédonie a de beaux endroits. Voilà. Alors le prochain défi pour vous, c'est au mois de novembre, donc vous visez Miss France, bien sûr. Alors pour vous, est-ce que vous comptez justement être Miss France? Quelles sont les qualités pour y arriver? Alors, c'est décembre. Décembre, d'accord. Voilà. Oui, bien sûr. Par excellence, ça serait d'obtenir le titre de Miss France. Mais je pars avant tout dans une aventure où je compte vivre pleinement et à 100%, donner le meilleur pour ne pouvoir rien regretter à la fin. Mais quelles sont vos chances de gagner? C'est une question que je me pose aussi, j'attendrai de voir les résultats. Parce qu'être Miss, c'est pas seulement être belle, c'est avoir aussi des qualités. Pour vous, quelles sont les qualités d'une Miss? Pour moi, tout simplement, Miss ou pas Miss, les qualités, c'est de rester qui on est, de savoir d'où on vient et de garder la tête sur les épaules. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens ou aux Calédoniennes qui ont envie de devenir comme vous, Miss, simplement? Alors, le message que j'aimerais passer d'abord, c'est un remerciement à toute la population de la Nouvelle-Calédonie de m'avoir si bien accueillie. Et le message, c'est si elles veulent se présenter, tenter l'aventure, qui ne tente rien à rien.
Voilà, donc c'est sur ce message qu'on se quitte. Inarire Taputu, merci d'avoir accepté cette invitation. Allez, on passe tout de suite à notre agenda du pays. Salut Davina, alors qu'est-ce que tu nous proposes pour ce dernier jour de la semaine? Salut Élise et bonjour à vous à la maison. Ben, écoute, encore plein d'infos d'infos comme d'hab. Donc, on commence du côté de Puebo. Là-bas, il y aura un grand marché voilà, de toutes les tribus. C'est organisé donc, par le comité marché Puebo Manmerip, en partenariat bien sûr avec la mairie. Et comme je vous le disais, ça se passera aujourd'hui donc sur le site du marché communal depuis 8h et jusqu'à 15h. Donc, et puis la journée bien sûr est placée sur un thème. Ce thème, pardon, c'est composition florale. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, vous allez trouver de bons produits. Ensuite, on va du côté du sud, on parle d'une animation pour la semaine prochaine, donc du côté de la médiathèque de Rivière-Salée. Tout à fait, Élise. Alors, à la médiathèque de Rivière-Salée sera proposé donc un atelier qui s'intitule Créer à Noël. Ça se passera du 3 au 7 novembre, donc de 13h à 16h pour les ados et les adultes. À partir de 15 ans, ils peuvent participer. Il s'agit de réaliser donc des cartes de vœux, des décorations de table, des décorations pour l'intérieur de la maison, pour la fête de Noël qui approche. On est déjà au mois de novembre, tu te rends compte? Donc voilà, l'atelier est gratuit, mais il faut bien sûr s'inscrire. Attention, il n'y a que 10 places disponibles. C'est ouvert, comme je vous le disais, à tous à partir de 15 ans. Et si vous souhaitez donc avoir des informations, vous pouvez donc appeler le 41 54 02 ou vous rendre directement à la médiathèque, pourquoi pas. Effectivement, donc Noël approche à grands pas, donc plus tôt on s'y prépare, mieux c'est. Pourquoi pas participer à cet atelier, donc pour apprendre beaucoup de choses. En attendant, nous on va du côté de Koné pour la suite des informations. Tout à fait, donc plusieurs infos à vous donner du côté de Koné. On parle pour commencer des animations du Conservatoire de musique et de danse, l'annexe de Koné, qui donc organise le mercredi 5 novembre un petit concert pour les élèves de Népouy qui vont vous présenter durant cette journée ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont répété avec leurs professeurs, ce qu'ils ont appris aussi durant toute l'année avec leurs professeurs. Donc voilà, ça se passera le 5 novembre à 13h à l'auditorium de Népouy. Et puis vous pouvez aussi noter dans vos agendas qu'il y aura un marché proposé donc le vendredi 8 novembre de 10h à 18h du côté de l'hôtel L'Anéa. L'occasion aussi de voir des artisans de la zone VKP, mais aussi de Pointe-Dimier qui seront là pour l'occasion. Et pour terminer, on parle du pôle export de musique et des arts de la Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle plus communément le Poem Art. Voilà, il organise une formation sur 2 axes différents, donc à savoir le management et les contrats, et puis le mode d'emploi pour ce qui concerne le numérique. Voilà, donc ces formations seront dispensées du 24 au 27 novembre du côté du complexe culturel de Koné. Si vous souhaitez vous obtenir plus d'informations, vous pouvez appeler le 28 20 74 et puis vous pouvez également le faire par mail. Du mail. Donc contact@poemart.nc. Attention, ces formations ne s'adressent que aux adhérents de Poemart. D'accord. Et pour la suite des informations, qu'est-ce qu'on fait? On va où ensuite? On va à Koumak si tu veux bien. Donc à Koumak nord. Sud. Non, nord, s'il te plaît. Donc, on va parler des activités de la médiathèque Louis Bastien pour ce mois de novembre. Alors, vous pourrez noter que le 5 novembre, il y aura des activités, donc lecture d'albums et de contes à partir de 16h pour les enfants de 4 ans et pour les plus grands aussi. Voilà, il y aura également le mercredi 19 novembre des ateliers pour les mercredis pédagogiques. Donc voilà. Ou pour les enfants donc de 8h30 à 10h30 avec des activités lecture d'albums, créations diverses et puis il y aura aussi un goûter bien sûr. Voilà, toujours le mercredi 19 novembre, cette fois-ci pour les plus petits de 0 à 3 ans, il y aura l'activité bébé lecture. D'accord. Et ensuite Ensuite, je voulais te donner une petite information brève, mais qui a son importance. Il y aura sur la commune de Pointe-Boute le comité régional sport qui tiendra son assemblée. Donc, elle appelle tous les adhérents. Ça se passera le 8 novembre à 9h en salle polyvalente. Voilà, tous les adhérents sont conviés. Voilà, Elise, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un excellent week-end déjà. Merci, et puis à nos amis aussi. Allez, à lundi. On passe tout de suite à notre rubrique C'est sport.
Bonjour Jamie, alors l'OSI Magenta c'est demain pour la finale de la Coupe Calédonie, donc pas de surprise, on retrouve les deux ténors du championnat. Bonjour Élise et bonjour à tous. En effet, la hiérarchie a été respectée, il n'y aura donc pas eu de surprise durant les demi-finales. Un petit retour en arrière sur ces deux demi-finales, alors Magenta qui a surclassé le FC Gaïcha en s'imposant sur le score de 3-1. Du côté de l'AS Grand Nord, malgré de la bonne volonté et une énorme solidarité, le petit poussé, eh bien, malheureusement, s'est incliné. Également sur le score de 3-1 face à l'AS l'OSI. L'OSI Magenta, c'est donc la finale. Pas de surprise donc, comme tu le dis, Élise, puisqu'en championnat, ces deux formations sont classées première et deuxième. Deux équipes régulières qui auront imposé une cadence infernale au reste des équipes de Super League. Alors, deux équipes et deux styles de jeu différents. En effet, l'AS Magenta et ses joueurs d'expérience tels que Michel Mahé, que l'on surnomme le renard des surfaces, Pierre Wajoka avec ses passes décisives, mais qui marque également des buts et des beaux buts. On peut citer aussi les frères Wakanumune pour leur combativité, Olivier Dokunengo ou encore Wilson Forrest, beaucoup de noms, des grands joueurs avec une expérience, d'autres qui ont eu la médaille d'or durant les Jeux du Pacifique et d'autres qui collectionnent, je dirais, les sélections avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ce sont des grands joueurs, certes enviés par certains clubs. C'est une expérience qui aura su mettre en place un groupe solidaire, compact et surtout efficace tout au long de l'année. C'est une qualité que l'on n'avait pas vue l'an dernier dans l'équipe de l'AS Magenta. Alors de l'autre côté, la jeunesse de l'AS l'OSI. Voilà, la fougue de la jeunesse tout au long de la saison. Le club du district de Nové-Djéhou aura proposé un jeu rapide vers l'avant avec des jeunes attaquants extrêmement rapides, emmenés par le meneur de jeu Luther Wanyamala, un international Kagou, épaulé par Jacques Haiko, également avant-centre de la sélection calédonienne. L'AS l'OSI et ses jeunes, il faut dire qu'ils n'ont plus cette coupe, ils ont juste que cette coupe Calédonie pour renouer avec la réussite, même s'ils arrivent, même s'ils sont juste derrière Magenta en championnat. Il faut dire que c'est un club qui arrive de loin et qui a connu de nombreuses péripéties cette année, notamment avec, on l'a bien suivi, l'affaire de Thierry Sardou qui a été écarté du groupe pour des raisons de problèmes internes avec certains joueurs, ce qui n'a pas empêché le club orange et blanc d'être deuxième du classement et de tenter de décrocher la deuxième coupe Calédonie de son histoire. Ça sera donc l'expérience contre la fougue de la jeunesse. Voilà, en effet, Elise, je vous propose qu'on aille justement à la rencontre de ces deux formations. Ils se regardent, ils se jaugent et ils sont prêts pour s'affronter. Comme tu dis, la jeunesse contre l'expérience, c'est tout de suite. Magenta, effectivement, c'est une équipe d'expérience. On connaît le palmarès de l'AS Magenta. Aussi, pareil, c'est une équipe qui a perdu un seul match, donc qui n'a fait qu'un seul faux pas. Ça va être un match, je pense, équilibré. Je pense que ça fera un bon match de foot entre deux équipes qui jouent au football. Oh, on sait qu'ils ont des attaquants qui peuvent déstabiliser toutes les défenses. Hein. Ils ont des qualités importantes dans tous les secteurs. Voilà, on va les respecter, mais pour nous, ce que je peux dire, c'est que nous, c'est un match de coupe et on est tout le temps dans cette dynamique. Nous, tous les matchs sont des matchs de coupe. Donc nous, avec nos qualités aussi, avec des joueurs d'expérience aussi, je pense que ce match, ça sera un match de coupe comme les autres, à part que c'est une finale. Et que maintenant, une finale, ça se gagne. Les joueurs ont fait des sacrifices jusqu'à maintenant pour arriver à ce niveau et l'objectif, c'est de gagner une finale. Magenta, c'est à part. Hein. Ils ont toujours été à la hauteur du championnat local et de la Coupe Calédonie. Donc, avec notamment des grands joueurs.
Pierre Wajoka, c'est un joueur d'expérience qui a un gros palmarès. Une fois qu'il est sur le terrain, on sent tout de suite l'effet qu'il peut produire au niveau de l'équipe. Mais pour nous, il n'y a pas de plan Wajoka. Je pense qu'ils doivent se poser ces questions aussi avec nos joueurs d'expérience. Ben, je crains tout, ouais. C'est une équipe qui est capable de très très bien jouer. Donc à partir de là, à nous de les faire déjouer. En fait, je dis toujours à mes joueurs, ce que je crains surtout lorsqu'on joue contre une autre équipe, c'est d'abord nous-mêmes. C'est la concentration qu'on doit garder en permanence, c'est le sérieux, l'organisation. Voilà, c'est d'abord ça, la base, disons, d'une équipe pour bien jouer. Ensuite, évidemment, l'adversaire est là et il faut faire avec les difficultés que cette équipe va nous imposer. Je m'attends à un match très très difficile. Une finale, c'est toujours un match très très particulier qui fait abstraction de la position au championnat. Mais là, exceptionnellement, ce sont les deux premiers qui vont se rencontrer. Donc, ce sera un match évidemment très très serré, j'imagine. Elle aussi, pareil, c'est une équipe qui a perdu un seul match. Donc il n'a fait qu'un seul faux pas et c'est une équipe qui est très jeune, me semble-t-il, là dernièrement, qui joue bien au football. Donc voilà, je pense que ça fera un bon match de foot entre deux équipes qui jouent au football. On a des joueurs qui sont expérimentés, on a des jeunes joueurs qui font partie intégrante de l'équipe depuis le début de la saison. On part par derrière avec des latéraux qui vont très vite. Alors je ne vais pas vous dire notre plan de jeu non plus, mais tout le monde connaît notre système et notre état d'esprit. On est conquérant, on va vers l'avant, on se projette rapidement vers l'avant et on presse très haut. Bon, ça on le sait, les équipes le savent. Ce qui va être important, ça sera d'avoir une rigueur au niveau défensif d'abord et qu'à tout moment, tout peut arriver, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça va se jouer sur des détails. La concentration va être importante, la rigueur défensive va être importante. Je crois que l'ensemble du groupe a une sensibilité aujourd'hui de jouer pour le club et de se donner un fort pour faire gagner l'équipe. Cette année, c'est une équipe beaucoup plus expérimentée, avec des joueurs comme Pierre Wajoka qui est revenu, avec Olivier de Cuningo qui joue un peu plus. Voilà, on a une équipe beaucoup plus expérimentée. Le dernier titre qu'on a acquis en 2012 était le fait d'une équipe très très jeune. Donc évidemment, la difficulté, c'est de maintenir cette concentration tous les ans. Et là, j'ai senti l'année dernière qu'effectivement, il y avait quand même des manques. Et ces manques-là, j'ai essayé de les combler. On les a comblés avec l'arrivée de Pierre en particulier. Disons que dans une équipe de foot, il faut toujours que cette équipe soit équilibrée. Et alors en jeunesse et en joueur d'expérience, en force et en finesse, en puissance. Et voilà. Il faut absolument qu'à tous les niveaux, on puisse s'appuyer sur une qualité faite d'expérience, de technique, et puis une qualité faite de vitesse, d'envie de jouer, d'envie d'aller de l'avant. J'aimerais que le public vienne nombreux, même si ce match est télévisé sur deux chaînes locales. En tout cas, le revers de la médaille pour ces matchs télévisés, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit malheureusement qu'il y a une défection du public ces derniers temps.
sur les matchs qui ont été télévisés, mais j'espère que cette finale, à l'image de celle de l'année dernière, sera vraiment avec beaucoup de public pour soutenir les deux équipes qui vont évidemment essayer de donner le meilleur spectacle. Nous, c'est un match de coupe et on est tout le temps dans cette dynamique. Nous, tous les matchs sont des matchs de coupe. Donc nous, avec nos qualités aussi, avec des joueurs d'expérience aussi, je pense que ce match, ça sera un match de coupe comme les autres. On va essayer de rivaliser, mais au niveau de, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'état d'esprit, on est confiant pour rencontrer ce genre de match. Et on est prêt pour ce genre de match. Le Si Magenta, donc une belle affiche qui se jouera demain au stade Nouma Delhi. On se souvient l'an dernier que c'était Yangen Sport contre Juanono Sport, la finale, qui a vu la victoire du club du pays Haute-Mawap 3-0, une victoire qui leur a permis de participer au 7e tour de Coupe de France contre Poissy. Le club s'était incliné sur le score de 3-2 en banlieue parisienne. Et voilà, et on rappelle que le vainqueur de la Coupe Calédonie est directement qualifié pour participer à la Coupe de France. En effet, le vainqueur intègre le 7e tour de la Coupe de France. Donc c'est lui qui représentera le pays. Il jouera contre des clubs métropolitains, bien évidemment, qui sont en général des pensionnaires de la CFA, c'est-à-dire du championnat de France amateur. Des clubs à notre portée ? Alors j'ai envie de te dire oui, que ce soit des clubs à notre portée, mais vu les résultats et vu les performances des différents clubs qui ont participé, des différents clubs calédoniens qui ont participé à la Coupe de France, actuellement, il n'y a qu'un seul club qui a réussi à battre un club métropolitain, c'est l'AS Magenta. On se souvient en 2010 qui avait battu l'US Dunkerque par tir au but sur le score de 3-2 ou 4-3, je ne sais plus, mais ils avaient fait 1-1 durant le match. Mais donc voilà, on dit que ce sont des clubs à notre portée, mais on n'arrive toujours pas à les battre, que ce soit en métropole ou ici en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai envie de dire que ce sont des clubs d'un niveau, allez, on va dire légèrement supérieur ou supérieur des clubs qui évoluent actuellement en Super League. Donc en tout cas pour le moment on ne connaît pas encore le nom du prochain adversaire, donc du vainqueur de demain d'ailleurs, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le match se déroulera ici au pays. Alors des pronostics Jamie ? Alors demain pour la finale, je vois bien l'AS LECI créer le hold-up. D'accord. Donc c'est une équipe qui n'a rien à perdre et c'est surtout une équipe qui cette année fête ses 50 ans d'existence. D'accord. Voilà, donc une belle récompense, un beau cadeau d'anniversaire s'ils sont qualifiés. Voilà, ils auront envie de glaner leur deuxième trophée, leur deuxième Coupe de Calédonie, justement pour marquer ces 50 ans et pour présenter à leur grand chef, Evanes Boula, cette Coupe de Calédonie, en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Mais en face, à ne pas négliger les techniques de Magenta. Voilà, et en face, tu as quand même l'AS Magenta, une équipe très solidaire. C'est une solidarité que l'on voit sur les terrains lors des matchs, mais qui se ressent, on le ressent lorsqu'on assiste à leur séance d'entraînement. On le voit sur le terrain que ce sont des jeunes, mais également des joueurs d'expérience qui ont su trouver un équilibre entre justement cette jeunesse et je dirais l'expérience. Avec des joueurs comme Pierre Wajoka, Michel Maé qui arrivent à une fin, à la fin de la carrière et qui aimeraient terminer par une Coupe Calédonie et justement participer à ce 7e tour de Coupe de France qui se déroulera ici en Nouvelle-Calédonie et pourquoi pas rééditer l'exploit de 2010, c'est-à-dire participer, battre une équipe au 7e tour et intégrer le 8e tour de la Coupe de France. Ça serait quand même assez, je dirais, ce serait excellent pour le football calédonien qui surtout en ce moment on connaît des périodes très difficiles. Voilà, en tout cas on leur dit bon courage et puis à toute la population on se donne rendez-vous demain au stade Nouma Delhi. Un petit mot en tant que footballeur, Jamie. Allez, un petit pronostic, je vais mouiller, peut-être que je vais... Un petit mot d'encouragement. Voilà. Je vais encourager les deux équipes et je vais surtout demander aux supporters, au public calédonien de venir nombreux supporter les deux équipes. Une belle affiche, deux équipes qui jouent très bien au ballon, deux équipes qui tactiquement sont bien placées. Donc on aura là un beau match, même si les matchs seront retransmis à la télévision, mais n'hésitez pas à faire le déplacement pour suivre le match sur place. Et puis allez, je vais me lâcher, moi je dis 1-0 pour l'AS LECI. Eh ben moi je suis pour l'AS Magenta. Merci Jamie. Merci Élise et merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous.
Bonjour Anna, alors que viens-tu nous présenter aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler du laboratoire d'analyse médicale. D'accord. Alors on verra que c'est un lieu où sont prélevés divers fluides biologiques, aussi bien d'origine humaine qu'animale. Et puis tout ça sous la responsabilité donc, des biologistes médicaux. Mais nous aujourd'hui, nous allons plutôt voir en particulier le travail du technicien de laboratoire. Alors tu nous avais présenté il y a quelque temps déjà l'Institut Pasteur. Est-ce que c'est là que tu nous emmènes aujourd'hui? Oui, Élise, nous allons à l'Institut Pasteur. Et juste un petit rappel par rapport à cet institut. Eh bien, il faut savoir qu'il dispose d'un laboratoire de biologie médicale qui, en fait, regroupe en son sein 3 labos différents. Il y a celui de bactériologie, parasitologie, mycologie. Et il y a aussi celui qui s'appelle immunosérologie et biologie moléculaire. Et enfin, il y a le labo hématologie. Et puis, comme il est situé à l'hôpital, donc il y a aussi le laboratoire de l'hôpital Gaston Bourré, donc, où l'Institut fait des analyses aussi pour le CHT. D'accord. L'Institut Pasteur, il accueille aussi une patientèle privée, donc dans le cadre toujours de ses activités de diagnostic biologique. Alors, est-ce que tous les laboratoires sont régis justement de la même manière? Alors en France, tous les laboratoires de biologie médicale sont sous le même régime. Et puis, ils comprennent un ou plusieurs sites. Alors, il y a la phase analytique qui n'est pas nécessairement réalisée sur tous les sites. Tous les LBM, donc c'est, c'est en abrège, quoi, LBM, Laboratoire biologiques médicaux. Donc, tous les LBM de France sont entrés depuis le 1er novembre 2013 dans une démarche d'accréditation selon une norme internationale. Donc, c'est une norme dite ISO en NF 15189. Et il faut savoir que cela sera obligatoire donc, avant le 1er novembre 2020 pour la totalité de leur activité. Alors là, on voit à ta description que c'est très rigoureux et réglementé. Quelles sont les personnes qui travaillent justement dans un laboratoire? Alors, les professionnels qui travaillent au sein d'un laboratoire, donc il faut savoir qu'ils ont des responsabilités qui sont bien établies. Donc, depuis janvier 2010, la législation française est la même pour les laboratoires privés et publics. Donc, dans les laboratoires privés, on peut avoir un biologiste qui est responsable. Il y a des techniciens de laboratoire et un secrétaire. Pour les laboratoires privés, c'est à peu près la même chose. Donc, et pour les laboratoires hospitaliers, l'organisation, elle est la même là aussi. Justement, NCTV s'est rendue dans un laboratoire. Et nous allons voir un peu comment ça se passe. On va tout savoir un peu plus en détail grâce à la caméra d'Alexandre Sigura. On regarde le reportage. Le rôle du technicien de laboratoire, c'est de réaliser des analyses de biologie. Donc il va répondre à une demande d'un médecin pour poser un diagnostic médical. On va aider la demande du médecin. Donc on part toujours d'un prélèvement. La plupart du temps, c'est un prélèvement sanguin, une prise de sang, mais on peut aussi avoir des prélèvements cutanés, des prélèvements d'urine, tout type de prélèvements respiratoires. Ces prélèvements, le technicien peut les réaliser, c'est souvent des infirmières, mais le technicien peut les réaliser. Et après, le cœur de métier vraiment du technicien, c'est la réalisation de l'analyse. Donc là, en fonction du domaine d'activité du technicien, il faut savoir que la biologie, c'est un domaine très vaste. Tu as la bactériologie, où on peut rechercher des bactéries, la virologie, on recherche plutôt des virus, l'hématologie, où on regarde plutôt les cellules sanguines. Il y a différents domaines encore, la biochimie, la coagulation. En fonction du type de domaine, les activités sont vraiment différentes. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier de technicien, c'est que c'est très, très divers. Donc là, on va ensemencer des prélèvements respiratoires. C'est des prélèvements qui sont à risque, car on ne sait pas ce qu'on recherche dans ces prélèvements. On suspecte une infection sûrement bactérienne, peut-être virale, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc pour protéger le technicien du risque infectieux, on travaille à la fois avec des gants, avec toujours une blouse, avec un masque, et en plus on travaille derrière ce qu'on appelle un PSM, poste de sécurité microbiologique. Il y a un flux d'air qui va passer ici, vous ne le voyez pas, il y a un flux d'air qui passe juste ici, et qui protège à la fois le technicien du risque infectieux, et il protège aussi le prélèvement pour ne pas contaminer le prélèvement. Une fois l'analyse réalisée,
il y a une étape d'interprétation qui se fait avec le biologiste, où on compare le résultat, on regarde la cohérence du résultat à la clinique du patient. Et si tout est cohérent, on va contacter le médecin pour rendre le résultat. Voilà de A à Z le travail du technicien de laboratoire. Toutes les colonies qu'on voit, c'est des bactéries qui ont poussé, et on pose des disques d'antibiotiques. Et en fonction du diamètre que l'on trouve, on peut savoir si la bactérie est sensible ou résistante aux antibiotiques. Donc là, on voit des bactéries, tout au long c'est des bactéries, sur toute la boîte c'est des bactéries, et on pose des disques d'antibiotiques. On voit que quand la bactérie pousse juste au niveau du disque, ça veut dire que la bactérie est résistante. Donc là, on est résistant à cet antibiotique, cet antibiotique, cet antibiotique, cet antibiotique, on est résistant. Et là, comme il y a un gros diamètre, on est sensible. J'en prends un autre. Là, on voit l'antibiotique et un gros diamètre. Donc ça veut dire que la bactérie est sensible à cet antibiotique-là. Donc à partir du prélèvement, en fonction de la demande d'analyse, on a des analyses plus ou moins, on va dire, automatisées. La bactériologie reste un domaine très manuel, où le technicien apporte vraiment quelque chose par ses compétences à la fois au microscope. Donc le microscope est vraiment un élément de base du technicien de laboratoire. Et après on a des domaines plus sophistiqués qui se spécialisent, qui s'automatisent de plus en plus et qui permettent un diagnostic de plus en plus pointu. Par exemple, je pense à la virologie pour le diagnostic par exemple de la dengue ou du Zika. C'est des techniques très pointues de biologie moléculaire et qui s'automatisent de plus en plus. Donc ici c'est pour analyser les cellules sanguines. Donc on a des tubes qui sont prélevés chez les patients de l'hôpital. Donc quand on reçoit des tubes, on le passe sur l'automate qui va lui compter les différents types de cellules, donc les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. S'il y a un souci sur la cytologie des cellules ou sur leur compte, ce sera à nous de vérifier au microscope. On va étaler une petite goutte de sang. Voilà. L'étape suivante, ça va être de colorer notre frottis sanguin, car là les cellules sont transparentes. Donc on va les passer dans différents bacs de coloration pour pouvoir le lire au microscope. Donc là on voit les différents éléments du sang. Donc en fond, on voit les globules rouges qui sont les plus nombreux. Là il y a un leucocyte, voilà, qui a été coloré avec son petit noyau. Et tous les petits éléments roses sont des plaquettes. Donc cette étape va nous permettre de vérifier que les cellules sont normales. Le rôle du biologiste est d'encadrer les techniciens, de superviser leur activité, de répondre à leurs interrogations face à des cas difficiles. Je prends pour l'exemple de la bactériologie, nous avons des suspicions de méningite, c'est des cas très graves qui demandent un diagnostic rapide, un diagnostic dans l'heure. Donc sur des cas comme ça assez rares et assez critiques, le biologiste va apporter son expertise et va rassurer le technicien, l'orienter et confirmer son résultat. Le biologiste va faire l'interface avec le prescripteur. Pour des cas difficiles, le biologiste va prendre le relais du technicien et va communiquer avec le prescripteur pour prendre des informations et donner des résultats. Nous avons reçu un prélèvement en fait, de biopsie cutanée du laboratoire de dermatologie. Donc une biopsie cutanée, nous avons prélevé des échantillons, nous avons mis entre l'âme et lamelle. Et là, ce qu'on cherche à voir, c'est si la personne elle a la gale ou pas. On va chercher un parasite, le sarcopte, et pour cela, on doit utiliser un microscope. Le parasite, on ne va pas pouvoir le voir à l'œil nu. On a besoin d'utiliser un microscope, mais un parasite, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une bactérie. Donc l'objectif qu'on va utiliser va être moins important que pour une bactérie. Et une fois que je l'ai trouvé, je l'identifie et je peux rendre un résultat positif. Donc je vais dire qu'il y a présence de sarcopte et ça va confirmer que la patiente ou le patient a bien la gale. Pour parler du métier de technicien, il y a donc deux grandes familles de techniciens. Le technicien de laboratoire axé diagnostic et le technicien de laboratoire axé plutôt recherche. Donc le technicien de diagnostic va appliquer des protocoles qui sont établis, il va respecter ces protocoles. Ce technicien est souvent soumis à une grosse activité. Par exemple ici on reçoit entre 500 et 1000 prélèvements par jour. Donc il y a une grosse activité avec souvent des prélèvements urgents. Donc il faut travailler rapidement, de façon précise. Donc c'est ça le stress du métier technicien, rapide et précis. De l'autre côté on a le technicien de recherche qui lui ne va pas appliquer des protocoles mais va justement les mettre au point. Donc il va nous aider, il va aider les techniciens de diagnostic en mettant en place des protocoles, en les adaptant.
Donc là, la difficulté du technicien de recherche, c'est qu'il faut être persévérant, il faut savoir se remettre en question, car la recherche c'est long, ça ne marche pas, ça marche jamais du premier coup. Donc voilà, c'est ça un petit peu les deux aspects. Ils sont tous les deux soumis à un stress différent, un d'urgence et l'autre de résultats sur les protocoles. Alors, est-ce qu'on en trouve facilement sur le territoire des laboratoires de biologie médicale? Oui, Élise, il y en a quand même pas mal, surtout sur Nouméa, Grand Nouméa. Et puis, par rapport à celui de l'Institut Pasteur dont on parlait justement, juste des infos pratiques pour les personnes qui ont besoin d'y aller. Alors, c'est ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 17h, et cela en continu. Et il y a aussi le centre de soins de la CAFAT du côté du Receiving, qui lui dispose aussi d'un laboratoire de biologie médicale, et lui, il ouvre à partir de 7h du matin. Et un petit rappel concernant les personnes qui ont des prélèvements à faire, des prises de sang, etc. Lorsqu'il est nécessaire de venir à jeun, il faut savoir que vous ne pouvez absorber, dans les 12 heures qui précèdent donc le prélèvement, que de l'eau, du café ou du thé, mais tout cela sans sucre et sans lait. Et puis, pour avoir des adresses des labos, il suffit tout simplement de consulter l'annuaire. D'accord. Et pour les personnes justement intéressées par le métier de technicien de laboratoire, est-ce que tu as des infos à donner à nos chers téléspectateurs qui seraient intéressés? Oui, alors s'il y en a qui sont intéressés par le métier, il faut savoir que les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours aussi bien externe qu'interne. Et donc, dans les deux spécialités suivantes, il y a la spécialité A qui concerne sciences de la vie, de la terre et de la biotechnologie. La spécialité B, sciences physiques et chimiques. Donc, les conditions, il faut posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, donc des mentions qui sont incompatibles avec l'exercice des fonctions, et se trouver en position régulière au regard du Code du service national. Et puis, il faut remplir les conditions d'aptitude physique qui sont exigées donc, pour l'exercice des fonctions. En ce qui concerne le concours externe, il faut être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, donc de niveau 4. Pour le concours interne, il faut être fonctionnaire ou agent de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui en dépend, donc militaire ou agent en fonction dans une organisation internationale. Et il faut justifier au 1er janvier de l'année du concours de 4 années de service public. Voilà un peu pour les conditions d'entrée pour les concours. Voilà, et pour ceux qui seraient intéressés par le métier. Merci Anna, on te retrouve pour une prochaine rubrique la semaine prochaine. Avec plaisir Élise, tata à tous. Allez, on retrouve tout de suite notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'exposition itinérante « Je suis une âme d'expression massive », projet porté par l'artiste plasticien Thierry Mangin. Oui, alors il me semble que les artistes exposants sont des jeunes talents. Voilà, c'est bien ça. Alors Thierry Mangin s'est entouré effectivement de jeunes artistes du pays qui ont pu donc, le temps d'une résidence, réaliser des œuvres photographiques. Donc ils se sont mis en scène, chacun à leur tour, pour exprimer à travers l'objectif leur opinion, leur point de vue sur la société, sur certains aspects de la société, et puis sur leur environnement en général, qu'il soit urbain ou rural. Et donc c'est un regard parfois humoristique, mais surtout critique, citoyen, culturel et avant tout engagé. Alors il me semble qu'il y a eu plusieurs chapitres à cette exposition itinérante. Voilà, ça a commencé donc au mois d'avril avec une première résidence à Dambéa qui a abouti donc au premier chapitre de cette exposition, Notre destin est hors du commun. Et ensuite Thierry Mangin est allé à la rencontre des jeunes du Nord pour une résidence artistique au centre culturel Pomémie à Koné, qui a donné donc lieu à l'exposition Le cœur en avant qui s'est déroulée là au centre culturel de Vaud. Et enfin un troisième chapitre intitulé La seconde place n'est jamais suffisante a eu lieu là au centre culturel du Mont d'Or, une exposition qui se termine d'ailleurs aujourd'hui même. Et nous nous sommes donc intéressés au chapitre 2, donc Le cœur en avant à Koné. Voilà, donc André Ravel a suivi les artistes du Nord pendant cette résidence. Je vous propose d'en découvrir les images tout de suite. Cette semaine de résidence photo
a été organisé au Centre culturel Pomemi. Le Centre culturel souhaitait accompagner ce projet à l'initiative de Thierry Mangin, donc un artiste plasticien. En fait, le Centre culturel a souhaité donc soutenir ce projet car il consistait à mettre en avant la pratique de la photo, mais surtout de laisser et de donner la parole aux jeunes. Donc nous avons fait appel aux jeunes photographes, donc amateurs ou professionnels du pays, et en particulier de la province Nord, pour participer, pour pouvoir développer leurs talents. Cette semaine de résidence, elle va donner lieu à une exposition. Donc, elle se déroulera au Centre culturel de Vaud. Et l'idée, c'est vraiment de faire passer le message de ces jeunes, de montrer leur savoir-faire et leur talent. C'est un projet pour les jeunes qui consiste à faire sortir d'eux des messages, exorciser des choses, passer des messages, tresser des liens avec les lieux culturels. En fait, j'ai choisi le support de la photographie parce que c'est assez populaire et tout le monde a plus ou moins un appareil photo ou un portable pour se prendre en photo. Donc c'est un art assez populaire et répandu. Tu le fais traverser là. Et toi, tu te mets à peu près à ce niveau. Soit là, mais à peu près. Pour qu'on ait cet effet de tunnel avec ces branches là-bas, tu vois. D'accord. Il faut qu'on voit le tissu sur la photo et de la route un peu avant. Okay. Il est sur le point de franchir une frontière apparemment. L'objectif est de leur laisser un espace d'expression, avant toute chose, leur donner un espace d'expression artistique. Voilà. Le but, moi, d'intervenant, c'est de les mettre à l'aise déjà, pour que ça soit à l'aise déjà de sortir, et que c'est pas scolaire, ça n'a rien à voir, c'est artistique, on monte une expo, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est ça l'art plastique. Les photos artistiques, c'est de la mise en scène. On peut peindre sur le corps, on peut écrire sur le corps. Ou ça peut être écrit en langue si vous avez envie de passer. Et en français, en langue, comme vous voulez. Mais l'idée des deux mains, quand on voit l'image, on doit savoir ce que vous voulez dire, d'un seul coup d'œil. Et là, c'est la simplicité. Si vous mettez trop de détails, les gens se perdent et il y a trop de lecture dans la photo. Si l'idée est simple et le message est clair, il y a besoin juste d'un titre, même pas de texte. C'est cool. D'abord, on a cherché à savoir ce qu'ils voulaient exprimer. C'est des sujets qu'ils choisissent, qui les touchent de près. Et puis après, on s'est mis à délirer sur l'image, tu vois, imaginer l'image. La fille de tradition, elle soit de ce côté-là. La robe? Ouais. Ok, elle déjà. Soit de ce côté-là. La modernité, elle soit de ce côté-là. Ah. Sauf que la tradition, elle sera de ce côté-là. Donc voilà les traits de la ligne blanche, là. On va voir ça. Voilà. Et puis le texte, c'est ça. Si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi qui tu es et d'où tu es. Après, on est passé à la partie photo. Où on est parti, je leur ai donné l'appareil, ils sont partis faire des photos à droite à gauche, on est allés ensemble. Pendant qu'une fait les photos, moi je suis là, mettre en scène l'autre personne. Parce que l'œuvre, en fait, c'est la personne qui pose sur la photo. C'est un travail collectif. L'autre prend la photo, l'autre se met en scène. Le corps est une âme d'expression massive. Ils parlent par leur corps sur la photo. Ce sont des mises en scène. Tu regardes la caméra. La caméra, tu regardes pas là-bas. Ouais, et tu sautes par-dessus la flaque d'eau après. Genre, tu délires quoi. C'est bon? Cours et saute. C'est bon. C'est bon, au milieu de la route, au milieu. Allez, vas-y. Regarde la caméra. Allez, go, vas-y, cours. Donc on a Noëlla, poémate, écrivain, qui est venu intervenir avec eux pour construire le texte pour la finalité à l'expo que eux ils ont lâché instinctivement en fait sur feuille. Les jeunes, quand on dit ils regardent toujours en arrière, c'est parce qu'ils ont peur d'aller en avant. Et peur de... Mais en fait la page blanche c'est quoi? C'est le vide, il n'y a rien. Et maintenant comment tu vas combler le vide qui est sur la page? Je me suis aperçue, je savais déjà même un peu, mais je me suis aperçue carrément dans le truc que c'est pas tout le monde qui est en conscience qu'ils ont une pratique artistique. Tu vois. Après, il a commencé à demander du genre à Émile, tu fais de la photo? Oui. Ça fait depuis longtemps que tu fais de la photo? Oui. Ouais, mais je fais avec mon portable, de toute façon. Le téléphone. Bah voilà, t'as une pratique artistique là. Oui. Tu vois.
C'est pas parce que je travaille pas, que j'ai pas de sous, que je suis pas compétente dans quelque chose, quoi, tu vois. On a tous un don, on sait tous faire quelque chose, quoi, tu vois. Il suffit juste d'exploiter son savoir, quoi. Une arme d'expression massive, pour moi, c'est un sujet très intéressant parce que ça touche tout le monde, parce que tout le monde s'exprime. Et je pense que oui, tout le monde a beaucoup de choses à dire, à partager, à donner à travers l'image. J'aimerais apprendre plus, connaître plus de techniques et pourquoi pas exercer. Voilà, donc beau travail et belle exposition. C'est aussi une belle initiative artistique et citoyenne. Et puis c'est très intéressant de voir la jeunesse du pays exprimer son point de vue sur notre société en images. Oui, d'ailleurs, Élise, une exposition rétrospective de 50 œuvres réalisées au cours de cette année pendant ces 3 résidences aura lieu à Nouméa en fin d'année et je vous tiendrai au courant. Bon, je ne vais pas louper ça. Et côté spectacle, Chloé, que se passe-t-il en ce moment? Alors, depuis hier et jusqu'à dimanche 2 novembre, le spectacle La Scaphandrière nous est proposé au Centre culturel Chibaou par la compagnie Cri pour habiter exil. Donc c'est un conte théâtral qui mêle amour et amitié, mais surtout une parabole forte sur l'addiction et la cupidité. Et donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent au bord d'un lac, le lac Locke, où tous attendent en fait la pêche miraculeuse de l'huître à la perle rouge. Pierre et Philomène ont perdu leurs parents dans ce lac, qui est un lac à valeur de pauvre en fait, mais courageuse, Philomène veut poursuivre la quête. Est-ce qu'elle a vraiment le choix? Jusqu'au jour où elle-même va disparaître et ne va pas revenir en fait de sa pêche. Donc Pierre ne se résigne pas et va avoir l'idée de construire une machine, la Scaphandrière. Voilà, donc c'est un texte audacieux d'une belle finesse qui est servi donc par une équipe très talentueuse et qui a donc confirmé son talent à de multiples reprises. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce spectacle. Et un autre spectacle est donné au Centre d'art de Nouméa. Oui, alors ça s'appelle Salon de coiffure pour dames. Ça a commencé hier et 8 représentations sont donc prévues jusqu'à dimanche 9 novembre. Donc c'est une création collective de la compagnie de l'Archipel, mise en scène par Dominique Jean. Donc c'est l'histoire de 5 amis de longue date qui se retrouvent donc dans un salon de coiffure et puis pour préparer en fait un événement important. Et quand 5 copines se retrouvent ensemble, surtout dans un salon de coiffure, qu'est-ce qu'elles font? Voilà, c'est ça. Elles vont papoter, discuter, parler de tout, parler de leur vie, parler de la vie des autres aussi. Donc, ce sera aussi l'occasion de se livrer et de livrer donc des confidences sur des sujets croustillants. Évidemment. Donc, les commérages, les marimelles et compagnie. Donc, sont au menu. Ça doit être très, très drôle. Oui, c'est une pièce très actuelle, pleine d'humour, de sarcasme et d'émotion aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. On poursuit avec un autre spectacle du côté de Pointe-Nimier cette fois-ci. Oui, alors c'est un rappel dans le cadre de l'événement La Mer pour tous qui aura lieu à la Darse de Pointe-Dimier. Le voilier spectacle La Loupiote sera donc à la Pointe-Dimier ce samedi 1er novembre et les navigartistes auront le plaisir de vous montrer leurs 2 spectacles. Alors à midi, le premier spectacle Les Navigateurs, spectacle humoristique inspiré du cinéma muet. Et puis à 16h, ce sera le duo poétique entre il et elle. Voilà, donc c'est un spectacle gratuit, mais je rappelle que si vous voulez donner quelque chose, de l'argent, des fruits, des légumes, n'importe
n'importe quoi, un don, c'est vous qui voyez, donc n'hésitez pas, vous pouvez, si vous voulez donner quelque chose. C'est vrai qu'ils vivent sur leur bateau avec leurs 2 filles, Voilà. ça, et tu avais l'occasion justement de faire un sujet sur cette petite famille. Et on revient à Nouméa, donc pour un dernier spectacle à Nouville, au Théâtre de Lille. L'affaire de la rue de l'Oursine, c'est le titre de cette pièce de théâtre d'Eugène Labiche qui est présentée donc au Théâtre de Lille par la compagnie Le Chafouin. Voilà, donc c'est l'histoire de Langlumé qui est un rentier qui se réveille un matin à Paris avec un violent mal de tête. En fait, la veille, il s'était rendu à une réunion d'anciens camarades d'école, mais ce qui s'est passé après, ça reste un mystère. Donc il découvre dans son lit Mistingue, un ami d'études, un copain de beuverie aussi, et en fait, ni l'un ni l'autre ne se souvient de ce qui s'est passé la veille. Voilà, donc en lisant le journal, ils apprennent qu'une charbonnière a été sauvagement assassinée dans la rue de l'Oursine. Elle a été mutilée par 2 meurtriers en état d'ébriété. Et tout prête à croire que ce sont eux les auteurs de ce crime horrible. Mais c'est une pièce comique ou une pièce qui fait peur? Alors en fait, c'est les deux. C'est une pièce à part qui mélange effectivement le burlesque et l'angoisse. Donc l'histoire prend place dans la société du 19e siècle. Et l'auteur donc dresse le portrait de 2 bourgeois qui sont prêts à tout en fait pour sauver les apparences. Et donc leur comportement est guidé surtout par le paraître. Voilà, donc dans cette histoire sombre qui en dit beaucoup sur les mœurs de l'époque. Alors c'est quand? Alors c'est ce soir à 20h, donc au Théâtre de Lille je rappelle, et puis ce week-end, donc samedi 1er et dimanche 2 à 18h. Très bien, et on poursuit avec les expos à voir. Oui, l'exposition Assise est toujours visible au Centre d'Art jusqu'au jeudi 6 novembre. Donc 18 artistes ont travaillé sur la fonction de l'assise, sur la symbolique, la forme, les usages, à travers donc des objets réalisés à taille humaine ou à taille d'enfant, de maquettes, à travers des vidéos également, des dessins, des poèmes et puis des sculptures également. Voilà, donc l'entrée est libre et gratuite. Et une autre expo est également visible jusqu'au 6 novembre. Oui, 160 portraits, c'est donc dans le cadre des 160 ans de la ville de Nouméa. Cette exposition a été réalisée donc à partir de portraits de Nouméens volontaires qui ont été donc photographiés par l'association Nice to Meet You. C'était au village festivalier à Magenta en juin dernier. Et donc cette expo se décline sous la forme d'une bâche monumentale qui fait 16 mètres sur 9, qui représente donc 160 portraits de Nouméens en noir et blanc. Et puis il y a également 100 portraits plus petits en noir et blanc aussi, qui sont affichés sur des structures métalliques installées autour de la place des Cocotiers. Voilà, il y a un artiste qui fait ça, des collages grand format dans la rue, un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça, c'est l'artiste français, JR, il s'appelle, qui est à l'origine en fait de ce projet d'art participatif qui s'appelle Inside Out. Et donc ce projet a pour objectif de changer le monde, rien que ça. Voilà, donc en fait ce projet donne à chacun l'opportunité, et c'est vaste, voilà, donc chacun a l'opportunité en fait de partager son portrait et puis de faire passer le message qui lui tient à cœur. Donc c'est une plateforme globale qui permet à chacun de partager son histoire et puis de transformer un message personnel en œuvre d'art public. Voilà, près de 200 000 personnes de plus de 112 pays et territoires différents ont déjà pris part au projet. Dont Nouméa maintenant. Exactement, maintenant on peut voir à Nouméa cette exposition dans la rue, donc, qui permettra au plus grand nombre d'apprécier et puis aux visiteurs de plonger dans le regard des Nouméens. Voilà, donc elle complète la 50aine de photographies exposées depuis juillet sur les murs intérieurs et extérieurs du Centre d'Art de Nouméa. Voilà donc pour la programmation culturelle. Merci Chloé, à bientôt. Merci à toi, à bientôt tout le monde. Allez, on retrouve notre amie Mara pour notre rubrique La Science et nous. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Et oui Élise, comme le dit notre amie Kali, c'est quand le bonheur, ou plutôt c'est quoi le bonheur? C'est le thème de notre chronique aujourd'hui. Alors le mot est employé à toutes les sauces, l'idée fait rêver bien entendu tout le monde, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment du bonheur? Sur quoi est-ce qu'il se fonde? Est-ce qu'il y a une science du bonheur qui est en train de naître? Il y a en tout cas d'innombrables travaux ces dernières années qui ont été menés dans les départements de psychologie positive, mais aussi en sociologie, en neurosciences, en génétique ou encore en économie. Alors il y a de nombreux experts qui tentent de décrypter, de quantifier et de qualifier notre bonheur.
En tout cas, toi, tu nages dans le bonheur parce que tu as oublié de me dire bonjour peut-être. Bonjour Mara. Élise et bonjour à tous également. Et concernant donc les scientifiques, s'invitent justement dans ce débat aussi, c'est seulement réservé aux philosophes finalement. D'habitude, Ouais, c'est plus réservé aux philosophes, mais justement, ces dernières années, grâce aux sciences, on commence à comprendre les mécanismes scientifiques de cet état de grâce que tout le monde recherche finalement. Alors, paradoxalement, c'est en étudiant justement les mécanismes qui sont impliqués dans la douleur, la dépression ou les troubles bipolaires que les chercheurs ont découvert certaines sources du bonheur. Alors l'amour, le plaisir, le bien-être, la plénitude, ce sont des facteurs que l'on considère comme des composants du bonheur et ces facteurs ont bien entendu également des constituants biologiques. Alors comment est-ce que les scientifiques ont étudié justement le bonheur? Ça paraît quelque chose d'abstrait. D'abstrait, oui. Justement, c'est ça qu'ils cherchent à savoir, les scientifiques. Alors les neurobiologistes, ils ont observé les structures cérébrales, donc grâce au progrès de l'imagerie cérébrale justement, donc les structures cérébrales qui interviennent lorsque les émotions nous envahissent. Donc ils ont observé les rouages qui sont mis en jeu dans la régulation des humeurs et ils ont décrypté l'ensemble des processus qui s'enchaînent pour nous remplir de ce sentiment de bonheur ou alors au contraire celui qui nous plonge dans le malheur. Alors l'approche reste quand même très prudente, attention, le sujet est très complexe. Ah oui, donc j'imagine que, on va dire que si c'était simple, on comprendrait bien mieux nos émotions depuis le temps. Oui, c'est clair. Alors, d'après les analyses, le bonheur, c'est bien dans la tête, mais il n'y a aucune zone spécifique qui lui soit réservée. Le bonheur, il se dissimule, il se diffuse dans les méandres du tissu cérébral, dans les structures profondes même du tissu cérébral. C'est une sorte de symphonie, si on veut, qui se joue entre différentes zones du cerveau, en particulier l'hypothalamus, les amygdales, l'hippocampe. Alors, ces zones, elles sont composées de réseaux de cellules nerveuses qui sont responsables des états émotionnels. Et entre ces cellules, le message est transmis par des molécules et des neurotransmetteurs qui ont donc un rôle absolument fondamental. Alors, ces molécules jouent un rôle dans cette sensation de bonheur ? Certaines d'entre elles ont même une fonction essentielle dans la sensation de bien-être, que ce soit physique ou psychique. Alors il s'agit de la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine, des endorphines. Tous ces mots doivent vous dire quelque chose. En fait, leur activité va stimuler ou inhiber, au contraire, des émotions comme le plaisir, le désir, la motivation. Par exemple, la dopamine, qui est aussi appelée l'hormone de l'action, elle intervient dans l'anticipation, la motivation, la projection d'émotions positives, et c'est elle qui nous pousse à avancer, à progresser. Mais là encore, c'est pas si simple, parce qu'un bon niveau de dopamine va encourager l'activité. Trop de dopamine va nous pousser à prendre des risques, mais à l'inverse, un déficit de cette substance, qui est d'ailleurs le cas dans la maladie de Parkinson, eh bien, ça va troubler les mouvements et provoquer une sorte de léthargie. Et la substance quand on sécrète, quand on est amoureux, c'est quoi celle-là? Alors celle-là, c'est la sérotonine, donc qui est stimulée, comme tu dis, par la passion amoureuse, en tout cas les débuts, mais aussi par les relations sociales, les pensées positives ou les contacts physiques. C'est un véritable vaccin anti-chagrin, cette sérotonine. Alors elle est fabriquée dans les neurones du tronc cérébral et elle est indispensable pour réguler nos humeurs. En fait, elle agit comme un euphorisant. Chez les personnes en dépression ou bien tout simplement malheureuses parce qu'éloignées d'un être cher, par exemple, eh bien on observe qu'elles ont un déficit important de sérotonine. D'accord, donc tout ce qu'on ressent est chimique. Et oui, alors on peut aussi parler des endorphines ou des encéphalines qui sont connues des sportifs sous le nom d'hormones du plaisir. Donc elles produisent en fait un effet euphorique également, anxiolytique et antalgique. Elles modulent en fait le message douloureux, elles inhibent sa transmission dans le cerveau et elles provoquent une sensation de bien-être immédiat lorsqu'elles sont réceptionnées par les cellules nerveuses. Ce sont elles qui permettent de réguler les états de stress et d'anxiété. En tout cas, ça a l'air assez simple vu comme ça, mais j'imagine qu'il doit y avoir donc, des mécanismes plus compliqués pour réguler nos sensations. Oui, tu as tout à fait raison, Élise. Bien entendu, ces molécules interagissent en réalité avec toute une cascade d'événements, avec d'autres substances, donc des électrolytes, des acides aminés, des peptides, des hormones qui participent ensemble à l'élaboration des émotions. Donc tout ça est encore bien mystérieux tout de même. Les ingrédients ont été repérés, mais leur dosage reste encore à déterminer. Donc ça doit être une question de dosage d'hormones, alors des différences de caractère entre les gens. Oui. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont de nature plus heureuse, plus joyeuse, optimiste, et d'autres qui sont plus moroses, déprimées. Et oui, tout ça c'est bien vrai. Tout le monde a depuis la naissance en fait tous ces composants du bonheur
bonheur. Et d'ailleurs, selon Darwin, le fait qu'on ait ces composants du bonheur de façon innée, c'est ce qui permet finalement la survie de notre espèce. Pourquoi on fait des enfants? Eh bien, parce que ça nous procure une sensation de bonheur. Sinon, l'espèce se serait peut-être éteinte depuis le temps. Alors, on est quand même bien obligé de constater que ces prédispositions au bonheur, comme tu le disais, elles varient d'une personne à une autre. Maintenant, la question est de savoir, c'est pourquoi? Pourquoi on constate dans les classements internationaux que le Danemark se retrouve très souvent en tête de file des classements internationaux quand il s'agit d'évaluer le bonheur des habitants? Alors, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. On regarde. Les Danois sont des gens heureux, année après année, les études le disent et le confirment, les habitants du petit royaume nordique ont la banane. La générosité, la liberté de faire des choix, le PIB, l'aide sociale ne sont pas étrangers à cette félicité. Seulement voilà, le bonheur au Danemark est aussi génétique. Deux chercheurs en économie, dont Eugenio Proto, en sont arrivés à cette conclusion en remarquant cela. Plus vous êtes génétiquement éloigné du Danemark, et moins vous avez ce sentiment de bonheur et de bien-être subjectif. Plus vous êtes loin du Danemark, et plus vous êtes triste. Après avoir analysé et comparé le bonheur apporté par les habitants de 131 pays et les caractéristiques génétiques de chaque population, les chercheurs ont conclu que les Danois sont heureux parce qu'ils produisent plus de sérotonine. Nous avons essayé de mettre de côté statistiquement les effets de la santé, des protections sociales, de la culture. Et même en mettant de côté ces effets, nous obtenons toujours une variable importante sur le bonheur entre ces pays qui s'explique par la génétique. Selon les chercheurs, cette théorie se vérifierait même sur plusieurs générations. Une théorie qui n'est pas pourtant du goût de tout le monde, et les généticiens mettent en doute ces études. Le problème principal ici, et ils le reconnaissent, c'est que le fait que ce gène soit lié ou non au bonheur ou à la dépression est controversé. Et c'est un problème fondamental aujourd'hui de nombreuses études de génétique. Les chercheurs ont également étudié l'arbre généalogique des gens heureux en Amérique pour découvrir que leur bonheur viendrait du fait que leurs ancêtres provenaient des nations aujourd'hui parmi les plus heureuses comme le Danemark. Bon, c'est controversé, mais quand même, on pourrait penser que le bonheur est héréditaire selon cette étude. Eh bien, en fait, pour appuyer justement leur théorie, les scientifiques ont mené une expérience. En fait, ils ont réuni deux groupes de personnes, un de gens heureux et l'autre des gens malheureux. Ils les ont interrogés et 10 ans après, ils ont rappelé ces mêmes personnes et ils les ont interrogées à nouveau. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les personnes qui étaient heureuses le sont restées et celles qui étaient malheureuses le sont restées également, même en prenant en compte les échecs et les réussites de certains d'entre eux. Donc c'est ça qui les a menés vers la piste de la génétique, justement. Et on sait quel gène en particulier est concerné ? Alors, selon certains chercheurs, il existerait 2 variantes du gène transporteur de la sérotonine, une forme courte et une forme longue. Alors, la forme longue, elle permettrait de mieux réguler la circulation de la sérotonine et donc elle serait en quelque sorte un gène du bonheur, si on peut dire. Et parmi les 30 nations pour lesquelles les chercheurs que vous avez vus dans le reportage avaient des données, eh bien, le Danemark est celui où la bonne version du gène est la plus répandue avec les Pays-Bas. Donc, les Danois semblent être les plus prédisposés génétiquement à être heureux. C'est fou quand même, hein, t'imagines dans le futur on modifierait justement les gènes pour que les gens soient heureux. Quoi. Ouais, bah, avant d'atteindre ce stade-là, et si on dépasse toutes les questions d'éthique avec les organismes génétiquement modifiés, il y a encore beaucoup de recherches à mener pour comprendre ce mécanisme du bonheur. On est encore loin du compte, même si on progresse. Après, c'est aussi des habitudes à prendre régulièrement pour stimuler notre bonheur. Hein. Bah, comme faire du sport, j'imagine. Et oui, on peut stimuler ses propres ressources en pratiquant un sport de façon régulière, puisque ça favorise la fabrication des endorphines. Alors certains types d'aliments aussi favorisent la production de sérotonine et de dopamine. Et puis il y a aussi la méditation qui serait essentielle pour parvenir à un équilibre émotionnel. Il faut qu'on fasse quand même attention, hein. Le bonheur, ce n'est pas qu'une affaire de chimie non plus, et ce n'est pas la même chose que le plaisir. C'est un état qui est difficile à atteindre, ça se travaille, ça se cherche, ça se gère. C'est un équilibre qui est plus ou moins instable entre nous et le monde qui nous entoure, tout simplement. Ça demande une participation de notre part. C'est quelque chose qui se travaille et surtout, il ne faut pas désespérer puisqu'on a toute une vie pour apprendre à être heureux.
Voilà, en tout cas, c'était très intéressant, c'était bon à savoir également. Et je crois que tu nous emmènes donc en Grèce pour terminer cette chronique. Alors oui, Élise, je tenais à vous donner des nouvelles puisque je vous avais parlé il y a quelque temps de l'exosuit. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était une sorte d'hybride entre un sous-marin et un scaphandre, voilà, qui permet de travailler librement mais à des profondeurs très élevées sans être embêté par la pression environnante. Eh bien, il a été utilisé récemment en Grèce, cet exosuit, pour explorer une très vieille épave. Alors je vous propose un retour en images sur cette aventure unique en son genre. C'est parti. Le retour en Anticythère, véritable invitation au voyage. Sauf qu'il s'agit là d'un voyage dans le temps et d'une mission archéologique lancée par les autorités grecques et par l'Institut de recherche océanographique américain, le Woods Hole Oceanographic Institute. Avec un tout nouveau scaphandre de type pied lourd, l'exosuit, les archéologues vont descendre sur une épave mythique découverte en 1900 par des pêcheurs d'éponges. L'exosuit permet de descendre à 300 mètres sur les limites du plateau continental et ce, à pression atmosphérique. En clair, cela veut dire que les plongeurs qui se trouvent à l'intérieur du scaphandre ne sont pas soumis aux contraintes de désaturation et donc de longs paliers. Depuis longtemps déjà, les marines utilisent ce type de scaphandre pour des missions difficiles, souvent remplacées désormais par des ROV, des petits sous-marins pilotés depuis la surface. Mais l'exosuit est le dernier modèle de ce type de scaphandre, dit scaphandre rigide. Même si l'exosuit ressemble à une combinaison spatiale et qu'elle est probablement très complexe, en réalité c'est assez simple. On ne parle plus ici de plongée, en fait, on opère un sous-marin que l'on porte. C'est sur l'épave d'Anticythère qu'ont commencé à s'écrire les premières pages de l'archéologie sous-marine. Les pièces emblématiques de l'épave sont un étonnant calculateur analogique antique permettant de calculer des positions astronomiques et de très belles statues. Elles sont exposées au Musée national archéologique d'Athènes. Le mécanisme d'Anticythère est l'ancêtre des ordinateurs modernes. C'est aussi l'objet le plus célèbre de l'épave. Mais la mer a bien d'autres trésors à révéler. Les archéologues espèrent que cette mission va leur permettre de réaliser d'autres fouilles sur des épaves. Après tout, la mer ici en Grèce est le plus grand musée d'Europe inexploré. Et bien voilà, donc grâce à la science, la science va nous aider justement à mieux comprendre le passé finalement. Et oui, en tout cas, c'est sûr que cette invention est pas mal du tout pour l'exploration sous-marine. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec ce super costume. Retour vers le passé. Merci Mara. Merci à toi Élise, merci à tous, bon week-end. Voilà, c'est avec cette chronique qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Au revoir à tous.